Le débat du jour, Jean-François Cadet. Et l'on parle ce soir de l'islam politique à l'aune des espoirs mais aussi des inquiétudes qui se sont faites jour depuis le début de ce qu'on a appelé le printemps arabe. L'islam est-il compatible avec la démocratie et la laïcité? Quel rôle la religion doit-elle jouer dans des sociétés bouleversées par la révolte populaire, au premier rang desquelles la Tunisie, la Libye, l'Égypte, peut-être demain la Syrie? Comment ces pays doivent-ils se positionner par rapport à l'Occident qui a encouragé et aidé les révolutions populaires à déboucher sur des lendemains qui restent donc encore aujourd'hui très incertains? Nos deux invités apportent des réponses à ces questions dans leur livre respectifs. Avec nous, Tariq Ramadan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'études islamiques à l'université d'Oxford et vous publiez L'islam et le réveil arabe aux presses du Châtelet. Également avec nous, Claude Sicard, bonsoir. Bonsoir. Consultant international, spécialiste des questions de développement. Vous publiez aux éditions François-Xavier de Guibert un livre préfacé par l'islamologue Malek Chebel et intitulé L'islam au risque de la démocratie. Alors pourquoi ce titre, Claude Sicard? En quoi la démocratie serait-elle un risque pour l'islam? Un risque, oui et non, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, la vraie question, c'est de savoir s'il y a compatibilité entre islam et démocratie. Vous dites non? Personnellement, je dis non. Du moins, je pense qu'on va parler avec Monsieur Ramadan, bien sûr. Je dis non, si vous voulez, pour ce qui est de l'islam, si on peut dire classique. L'islam, si vous voulez, le plus répandu. L'islam des sunnites. L'islam, si vous voulez, qui est pratiqué par les salafistes, les wahhabites, etc. Si vous voulez, c'est l'islam qui majoritairement existe, si vous voulez, dans le monde musulman. Avec cet islam-là, pris à la lecture littérale du Coran, si vous voulez, il y a incompatibilité. Je crois que Monsieur Ramadan, lui, du moins dans les livres que j'ai pu lire de lui, donne de l'islam une autre version après un travail qu'il fait personnellement sur les textes sacrés. Alors c'est vrai que dès la 4e de couverture de votre livre, Tariq Ramadan, je vous cite, une chance historique s'offre aux sociétés majoritairement musulmanes de saisir leur destin pour conjuguer islam, pluralisme et démocratie, sans trahir leur identité. Non seulement donc il n'y a pas d'incompatibilité entre islam et démocratie, mais en plus c'est une chance pour les peuples. Oui, je pense que ce qui vient d'être dit est important. C'est-à-dire que, encore une fois, il faut faire attention quand on parle d'islam, il ne faut pas avoir une vision monolithique des choses. Vous avez des courants littéralistes pour lesquels, effectivement, on les appelle des wahhabis ou des salafis. Aujourd'hui, on les voit jusqu'en Égypte. Pour eux, la démocratie est un concept occidental, ça n'a rien à voir avec l'islam. Maintenant, vous avez des interprétations autres des textes. Vous avez des interprétations qui vont de la théologie de la libération à une acceptation du cadre capitaliste ou néolibéral aujourd'hui dans l'ordre mondial. Et ces interprétations-là, qui sont des interprétations réformistes, n'ont pas de problème avec la démocratie, ou plus précisément les fondements de la démocratie, c'est-à-dire l'état de droit, la citoyenneté égalitaire. Donc ce qu'il faut commencer par faire, c'est déjà ne pas généraliser, puis de regarder les différentes tendances. Oui, et pour moi, contrairement à vous, je pense que la tendance majoritaire dans le monde musulman aujourd'hui est plutôt réformiste que littéraliste. Oui, l'islam politique n'est pas monolithique, nous dit Tariq Ramadan dans son livre. Claude Sicard, vous êtes intéressé au livre sacré, donc au Coran, et vous dites, si on part du Coran, eh bien, la démocratie n'est pas possible en terre d'islam. Oui, si vous voulez, je pense, c'est peut-être là une petite différence avec M. Ramadan. Je pense, si vous voulez, que l'islam majoritaire, enfin au point de vue du nombre, si on fait de la sociologie et de l'ethnographie, si vous voulez, c'est un islam, si vous voulez, qui colle quand même avec la lettre du Coran. Et M. Ramadan, dans ses livres, si vous voulez, vitupère très très sévèrement les tenants d'une lecture littérale du Coran, lui-même et d'autres réformateurs, et en cela, si vous voulez, par exemple, je cite le livre de Rachid Benzid, si vous voulez, sur les nouveaux penseurs de l'islam, montre, si vous voulez, ce que ces intellectuels très brillants, très cultivés, qui vivent en général en Occident, proposent comme vision de l'islam. Mais ce n'est une vision, si vous voulez, qui est la leur, qui est tout à fait sympathique. Mais qui reste cantonnée à des cercles extrêmement limités. Oui, à un point tel, si vous voulez, que par exemple, M. Ramadan débouche in fine sur un islam, si vous voulez, que Miguel Palacios, par exemple, espagnol, qualifierait d'un islam christianisé. C'est-à-dire où il y a égalité avec tout le monde, où il y a cohabitation pacifique, il y a liberté totale, y compris d'expression et de conscience, etc. Mais ça, pour vous, c'est du rêve?
rêve, ce n'est pas du domaine de la réalité? Non, mais ça n'est pas la réalité, si vous voulez, sur le terrain. La réalité sur le terrain est faite de gens, si vous voulez, qui sont à 50% illettrés et qui ont une interprétation du Coran qui est l'interprétation littérale du Coran. Alors l'islam démocratique, Tariq Ramadan, serait une interprétation réservée aux intellectuels et aux élites? Non, mais je pense que là, nous ne sommes pas d'accord avec Claude Sicard, parce que ce qu'il voit, c'est peut-être l'islam tel qu'on le voit dans certaines sociétés arabes. L'islam, c'est pas le monde arabe. L'islam, c'est l'Afrique, c'est l'Asie, c'est la Turquie. Et si vous regardez... C'est l'Indonésie? Mais oui, bien sûr. L'Asie, je pense tous les deux, à ça, justement. Vous parlez de l'exemple turc et de l'exemple indonésien. Ben oui, mais parce que qu'est-ce qui se passe dans ces sociétés? Mais aussi comme des exceptions. Non, mais ça peut pas être des exceptions. C'est le plus grand pays musulman du monde, c'est l'Indonésie. Ça serait quand même intéressant que c'est le monde arabe qui est une exception par rapport. C'est une minorité, le monde arabe, qui est une exception par rapport au reste du monde majoritairement musulman. La Malaisie, l'Indonésie, la Turquie, le Sénégal, un grand nombre de pays africains où vous avez une présence musulmane souvent majoritaire, sont aujourd'hui différents et sont liés au processus démocratique et au pluralisme. Maintenant, dans le monde arabe, ceux qui sont descendus dans la rue et qui ont demandé à ce que les dictatures cessent, ils n'étaient pas des islamistes, c'était pas l'islam politique, mais ils n'étaient pas en opposition avec l'islam quand ils demandent aux dictateurs de partir, quand ils veulent du pluralisme. Donc, ils sont descendus de la rue d'abord pour des raisons politiques, économiques, sociales, mais c'est exactement et pas pour des raisons religieuses. Exactement. Là-dessus, vous êtes d'accord tous les deux? Non, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça n'était pas des raisons religieuses, mais à aucun moment ils n'ont compris cet appel au pluralisme, à la dignité et à la justice comme étant contre leur religion. Donc, c'est pas parce qu'ils n'étaient pas islamistes qu'ils ont cessé d'être musulmans. Claude Sicard. Non, je suis très heureux que monsieur Ramadan nous dise cela, si vous voulez. Pourquoi? Parce que si on parle de l'Indonésie, il faut absolument dire, et je pense que M. Ramadan est d'accord, qu'il s'agit d'un islam réformé. Et ça, personne ne le dit. À ce moment-là où on a affaire à un islam réformé, on peut être démocratique. Et donc le vrai islam, l'islam de base, pour parler simplement pour vous, il ne peut pas être démocratique. Dites-nous pourquoi, Claude Sicard, parce que c'était pas tout à fait clair tout à l'heure. Dites-nous pourquoi, quand vous lisez le Coran, vous dites, en lisant vous citez différentes sourates dans votre livre, eh bien, le Coran n'est pas compatible avec la démocratie. Non, attendez. Alors, c'est là peut-être aussi qu'on a une petite différence avec M. Ramadan. M. Ramadan, quand il parle de la démocratie, parle des principes. Moi, je ne parle pas des principes. Si vous voulez, je colle avec Rosan Vallon qui parle des valeurs. Donc vous dites islam et égalité. Pareil, vous dites par exemple islam et égalité, ça ne va pas ensemble. Les valeurs fondamentales sur lesquelles est fondée la démocratie sont liberté, égalité, tolérance. Eh bien, quand vous prenez le Coran, et j'ai un chapitre entier, si vous voulez, de mon livre qui s'y réfère, vous voyez, si vous voulez, qu'il n'y a ni égalité, ni liberté, ni tolérance, si vous voulez, dans l'islam traditionnel. Alors, il y a tout cela, si vous voulez, dans un islam réformé. Et pour finir avec les jeunes qui auront fait, sinon la révolution, du moins les révoltes dans les pays arabes, ce sont des jeunes, si vous voulez, qui sont modernes, qui sont alimentés par les réseaux d'information occidentaux, et qui, à mon avis, sont déjà sur un islam réformé. Et c'est parce qu'ils sont sur un islam réformé qu'ils ne revendiquent pas, si vous voulez, comme les frères musulmans, le Coran et ma constitution. Alors là-dessus, vous rejoignez, mais pour revenir au texte, Tariq Ramadan, lorsque, dans son livre, Claude Sicard cite certaines sourates, par exemple la sourate numéro 4 sur les hommes et leur autorité sur les femmes, la sourate numéro 6 entre les musulmans et ceux qui ne croient pas en... Les dhimmis, c'est ça, oui. Voilà. Est-ce que ce sont des éléments qui remettent en cause la vision démocratique moderne? Non, il faut d'abord avoir une vision globale du texte. Vous pouvez pas tirer un verset puis en dire quelque chose. Ensuite, il faut le contextualiser historiquement. Et puis ensuite, il faut comprendre que aujourd'hui, concrètement, les musulmans dans ces sociétés-là, mais attendez, même du point de vue des femmes, mais quels sont les pays dans lesquels il y a eu des femmes qui ont été élues? Le Bangladesh, le Pakistan. Il y a des femmes qui sont des premiers ministres, qui sont des chefs d'État, donc il y a des choses qui évoluent. Ce ne sont pas des démocraties, en l'occurrence. C'est pas la question de la démocratie, c'est la question de l'accès des femmes. Vous voyez, parce que vous m'avez fait une citation d'un verset où on parlait des femmes. Tout ça pour vous dire que à des moments donnés, il faut faire prendre un recul par rapport à la lecture des textes et ne pas dire essentiellement cette religion est pas démocratique, parce qu'aujourd'hui, contrairement à ce que vous dites, c'est que le mouvement littéraliste est minoritaire dans le monde musulman. Les salafis sont minoritaires. La très grande majorité des musulmans sont aujourd'hui des réformistes. Alors, vous parlez d'islam réformé, mais je veux dire, c'est l'islam quand même, c'est une des interprétations de l'islam. Et donc, vous construisez un islam de la référence littérale qui n'existe que
tout à fait marginalement dans le monde musulman. Claude Sicard. Il n'y a dans le monde, si vous voulez, que deux pays musulmans qui sont en démocratie. C'est un, l'Indonésie, deux, la Turquie. Et le Sénégal, c'est... Oui, le Sénégal, bon, je veux bien. Alors, l'Indonésie, je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que c'est un islam réformé, c'est un islam qui s'est installé sur un fond indo-bouddhique, si vous voulez, qui s'est trouvé réformé un petit peu par lui-même. Et alors, la Turquie, et ça, je suis scandalisé, si vous voulez, que les observateurs n'en parlent jamais, c'est grâce à Mustafa Kemal, qui est un homme politique extraordinaire, et qui a essayé d'éradiquer l'islam de la Turquie. Écoutez, je voudrais quand même, puisqu'on a la chance... C'est pour ça que c'est extraordinaire, vous m'inquiétez. Ah non, attendez. Je vais vous dire ce que... Un homme exceptionnel, c'est ça qu'il explique dans le livre. Non, écoutez, je vais vous dire ce que Mustafa pensait de l'islam. Il a dit, depuis des siècles, les règles et les théories d'un vieux cheikh arabe et les interprétations abusives de générations de prêtres crasseux et ignares ont fixé à la Turquie tous les détails de la loi civile et criminelle. L'islam, cette théologie absurde d'un bédouin immoral, est un cadavre putréfié qui empoisonne nos vies. Voilà ce que Mustafa Kemal pensait de l'islam. Alors, peut-être que Tariq Ramadan veut répondre à Mustafa Kemal. Non, il a encaserné l'islam. C'est parce qu'il a encaserné l'islam que la Turquie a pu être démocratique. Donc il y a deux possibilités pour un pays musulman de devenir démocratique. C'est un, de réformer son islam, c'est ce que conseillent d'ailleurs les Nations Unies au pays, ou deux, d'avoir un homme d'une pointure aussi exceptionnelle que Mustafa Kemal, et qui puisse ensuite bénéficier de circonstances tout à fait exceptionnelles pour mener son action. Et il n'existe actuellement dans ces pays musulmans aucun homme de cette dimension-là et qui ait cette trajectoire. Et ça, c'est vrai que c'est peut-être un problème plus politique, peut-être que religieux, Tariq Ramadan, c'est que ces révolutions du printemps arabe ne sont pas incarnées. Est-ce que c'est pas un problème pour l'avancée de la démocratie? Oui, je le dis dans le livre, c'est un vrai problème. Parce qu'on n'a pas de leadership, on n'a pas de vision. On sait contre quoi l'on s'est mobilisé, on ne sait pas pourquoi, quel est le projet d'un point de vue, si ce n'est quand même qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut dire. Là, ce que vous dites sur Kemal Atatürk est un tout petit peu, excusez-moi, caricatural. Cet homme qui a encaserné, c'est-à-dire s'il faut, pour devenir démocrate, cesser d'être musulman ou mettre les musulmans au pas, l'homme dont vous parlez est un homme qui a été un dictateur, qui a réprimé des peuples, qui a emprisonné. Moi, je ne suis pas pour cela. Moi, je suis pour que les sociétés majoritairement musulmanes, tout en restant fidèles à une inspiration, au nom d'une éthique, puissent devenir des sociétés plurielles. Et donc, je suis plutôt de l'intérieur dans une lecture qui n'est jamais... Vous savez, je l'ai dit avec beaucoup d'acteurs tunisiens qui venaient nous vendre ici à Paris qu'en fait, mieux valait la dictature que de traiter avec les islamistes. Je dis jamais la dictature ne peut être justifiée. Alors justement, lorsqu'on entend certains leaders politiques tunisiens ou libyens, Tariq Ramadan, expliquer à l'image des frères musulmans que le Coran doit être notre constitution dans le cadre d'un État issu du printemps arabe, lorsqu'on entend certains responsables du CNT libyen expliquer que c'est la charia qui doit devenir la loi et diriger les relations sociales, là vous dites quoi? Vous dites attention danger? Oui, je dis attention danger, et il faut non pas simplement s'arrêter aux mots, mais il faut aller jusqu'au bout de l'analyse, en n'acceptant jamais que au nom d'un projet social, on accepte le dogmatisme et l'imposition. Sauf que si les islamistes sont portés au pouvoir par les urnes... Non, il faut faire attention. Les islamistes sont portés au pouvoir par les urnes, mais il faut aussi voir que dans les 30 dernières années, des gens comme Ennahda en Tunisie, et même les frères musulmans, parce que les frères musulmans, c'est pas un mouvement monolithique. Il y a énormément de tensions à l'intérieur entre la première génération et les plus jeunes. Il faut les prendre au mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, le Coran et notre Constitution, ils ont cessé de parler de ça aujourd'hui. Ils parlent d'un État civil. Ils ne parlent pas d'un État islamique. Oui, certains disent oui, parce que ça fait mieux de le dire vis-à-vis de l'Occident notamment, mais lorsqu'ils seront au pouvoir, ils vont le ressortir de leur poche. Non mais attendez, c'est ce qu'on nous a dit pour justifier les dictateurs pendant 30 ans. Laissons les gens, aujourd'hui, moi je suis pour le rapport critique à ces mouvements-là, c'est-à-dire pour les vraies questions, mais on ne va pas encore une fois recommencer à justifier qu'on ne les écoute pas parce qu'on suppose systématiquement qu'ils ont une stratégie politique, comme tous les mouvements d'ailleurs. Claude Sicard, y a-t-il un réel danger aujourd'hui de voir des islamistes arriver au pouvoir en Tunisie, en Libye, en Égypte et imposer la loi islamique, la charia, comme mode de régulation de la société? Écoutez, je pense qu'ils partiront de là, si vous voulez, mais il y aura des aménagements. Et aujourd'hui, nul n'est capable de prévoir ce qui va se passer exactement, si vous voulez. Ça ne sera pas l'application de la charia pure et simple, si vous voulez, traditionnelle, disons, telle qu'on l'a construite. Alors, mais vous dites comme Tariq Ramadan, attention danger?
On ne sait pas, si vous voulez. Alors, si véritablement, si vous voulez, il y avait l'application de la charia, peut-être en Libye, intégralement, il y aurait un danger à la fois pour les pays eux-mêmes, puisque c'est une perte de liberté, etc., à peut-être même avec un impact sur le développement économique, et il y aura un danger pour nous, parce que ça renforcerait un certain nombre d'extrémistes, extrêmement minoritaires, bien sûr toujours, dans des actions, si vous voulez, contre l'Occident. Donc ce serait un danger, c'est sûr. Mais revenons au cas de la Tunisie, si vous voulez, vous en avez parlé, monsieur. Il y a eu ce leader, quand même, qui était extraordinaire, qui a été Habib Bourguiba. Habib Bourguiba, si vous voulez, a eu tout un cheminement qui lui a permis d'obtenir l'indépendance de la Tunisie, et il a été consacré en Tunisie comme le combattant suprême. Sauf que c'était pas un démocrate. Non, attendez. Il a essayé. Je ne sais pas comment vous faites pour trouver extraordinaire des gens qui ne sont pas des démocrates, en fait. Il n'a pas fait comme Atatürk, mais il a essayé quand même de réformer un petit peu l'islam, en prétendant qu'en tant que chef d'un État musulman, il avait le droit d'avoir sa lecture du Coran. Et il a ainsi mis le statut féminin, si vous voulez, de la femme, il l'a mis au même niveau que l'homme sur le plan du droit. Je suis désolé, c'est de la mise en scène. Bourguiba qui prend un verre d'eau pendant le ramadan en disant qu'il faut boire pour des raisons économiques, c'est de la mise en scène. Cet homme-là était aussi un dictateur, et il utilisait des références musulmanes pour garder le pouvoir. Le combattant suprême, el mujahid, c'est-à-dire c'est du djihad dont il parlait. Et même en Libye, quand vous parlez par exemple de l'exemple attendez, cet homme qui vient, Abdel Jalil, qui était un partisan de Kadhafi, qui vient le jour de la libération du pays, qui dit on va appliquer la charia, on va commencer par la polygamie, c'est un discours qui est fait pour son peuple, pour montrer combien il est indépendant, et pour l'Occident, pour montrer que l'Occident n'y est pas. Sauf que vous, dans votre livre Tariq Ramadan, vous dites quand même, la charia, il faut pas forcément l'abandonner totalement. La charia et ses principes doivent servir de cadre à la société. Donc il y a des grandes lignes, il y a les lignes jaunes, et à l'intérieur de ces grandes lignes-là, la loi s'exerce. Je vous remercie de préciser ça, parce que moi, ce que je dis, c'est pas simplement un cadre, je dis ce sont des finalités. Si par exemple... Donc il y a quand même une direction à ce moment-là qui est donnée. Mais bien sûr qu'il y a une direction. Donc on n'est pas dans l'état laïque à la française, pour faire simple. Mais il y a une direction aussi dans l'état laïque. Vous pouvez pas de nature religieuse. Mais vous ne pouvez pas enlever de la culture française un substrat grec, romain, juif, chrétien. Bien sûr qu'il y a la question, elle n'est pas d'avoir un cadre fermé et dogmatique, c'est des finalités. La justice sociale, l'éducation, l'accès des femmes au travail, le même salaire. Tout ça, c'est de ça dont je parle aujourd'hui. On peut aujourd'hui espérer que le référent musulman puisse donner une vision de la société qui aille vers plus d'éducation et libérer les peuples plutôt que des carcans. C'est ce que j'espère. Et là aussi, grosse différence avec vous, Claude Sicard, puisque pour vous, il est impossible de cantonner l'islam à la sphère privée. L'islam tel qu'on le prend à la lettre du Coran, non, et je pense que monsieur Ramadan ne prend pas l'islam à la lettre, puisque donc ne prenant pas l'islam à la lettre, il fait au fond son ijtihad personnel, si vous voulez, avec des instruments intellectuels très puissants, et que pour le suivre, si vous voulez, il faut être musclé, si vous voulez, sur le plan culturel et intellectuel pour voir l'islam auquel il parvient, si vous voulez. Mais il y a très très peu de personnes du niveau évidemment d'intelligence et de culture de monsieur Ramadan pour le suivre, si vous voulez, dans l'ensemble du monde arabe et avoir la même vision que celle qui donne de l'islam. Ce sera peut-être une vision que l'on aura dans 1 ou 2 siècles, alors, justement, qui est une situation qui n'est absolument pas compatible général, avec la situation actuelle. On me dit le contraire, c'est que c'est très suivi, donc soyons, on me dit que c'est très suivi mon discours, donc soyons optimistes. Alors justement, on va terminer par une note optimiste, messieurs, puisqu'on arrive vraiment à la fin de l'émission. Claude Sicard, s'il y avait une raison aujourd'hui de croire en une véritable démocratisation des pays arabo-musulmans concernés par le printemps arabe, quelle serait-elle? Je crois que, et là encore, si vous voulez, je rejoins monsieur Ramadan, donc finalement, c'est que lui, si vous voulez, il soulève, si vous voulez, un espoir. Et il dit que ce sera difficile, que ce sera long. D'autres auteurs, Malek Chebel, par exemple, dit qu'il s'agira d'une révolution copernicienne, si vous voulez, et qu'il faut remettre en place l'OCI, la Ligue arabe, etc., si vous voulez. Tout cela, si vous voulez, c'est un mouvement, c'est un éclairage que donnent des intellectuels très avancés, si vous voulez, mais cet éclairage là, à mon avis, n'est pas prêt demain de tomber sur le monde musulman, peut-être à très long terme, mais pas demain. Tariq Ramadan, vous êtes beaucoup plus optimiste. Oui, je suis plus optimiste parce que finalement, moi, ce que je regarde, ce sont les faits. Le monde majoritairement musulman et les jeunes dont on parle au Moyen-Orient comme en Afrique du Nord, c'est des populations extrêmement jeunes, des femmes.
et des hommes qui sont descendus dans la rue, qui ont dit « nous ne voulons pas la dictature, nous voulons la liberté », qui n'ont pas cessé d'être musulmans et qui essayent de concilier leurs références musulmanes avec un espoir de liberté. Ça, c'est l'avenir et ce sont des sociétés effectivement de femmes et d'hommes. N'oublions pas les femmes dans ces processus-là, elles seront aussi des garanties d'un réveil pour l'avenir. Merci beaucoup à tous les deux, Tariq Ramadan, l'islam et le réveil arabe, c'est aux presses du Châtelet. Merci également à vous, Claude Sicard, l'islam au risque de la démocratie, aux éditions François-Xavier de Guibert. Restez avec nous, l'actualité continue sur RFI.